Démarrons maintenant avec nos conférences. Première partie de conférence, une partie académique avec comme premier intervenant Mokhtar Bozorg, qui est professeur associé en énergie et réseau électrique HES. Merci de l'accueillir. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je remplace M. Mauro Carpita, directeur de l'Institut d'énergie et systèmes électriques, parce qu'il a pris malheureusement le virus de Covid. Ok. Nous sommes qui? Je passe un peu rapidement de la table de matière. Je vais parler un peu de nous sommes qui. L'Institut d'énergie et systèmes électriques, Haute École d'ingénierie à Yverdon. Je vais parler un petit peu sur la problématique de transition énergétique en ce qui concerne la gestion des réseaux électriques. Et comme solution, il y a deux axes. Un sur numérisation, le contrôle optimal des ressources connectées au réseau. Et le deuxième, il faut avoir certains dispositifs contrôlables, certains éléments d'électronique de puissance qui nous permettent d'acheminer l'énergie dans le réseau. Et je termine avec quelques mots sur manque d'étudiants qui vont être formés dans le domaine d'ingénierie en général. Et ça, c'est un problème grave pour nous. Nous sommes 7 professeurs, une vingtaine de collaborateurs à l'Institut IESO. On se concerne sur toutes les activités liées aux gestion des systèmes énergétiques et en particulier systèmes électriques. Il y a des axes de recherche différents. Donc, il y a la chaîne de production, transport, distribution et consommation d'énergie électrique. Deuxième axe important, c'est les machines électriques, efficacité de consommation d'électricité des machines. Troisième, électronique de puissance et tous les nouveaux appareils qui consomment l'électricité. Et quatrième, l'électromobilité. Il y a maintenant cette question de tous les bornes de recharge pour les véhicules électriques, comment les véhicules électriques peuvent être aussi un vecteur de contrôle, de soutien pour le réseau, plutôt qu'un problème pour le réseau. Et le dernier élément de recherche, c'est sur la simulation électromagnétique et toute l'application dans le domaine de physique appliquée. On est bien équipé avec un certain des laboratoires qui nous permet de faire l'essai pour les projets de recherche, mais aussi pour former les étudiants dans le domaine d'énergie renouvelable, l'essai de haute tension. Ça, c'est un exemple d'image de laboratoire haute tension qui nous permettent de faire l'essai sur les matériels avec un essai choc jusqu'à 400 kV dans une salle isolée. Laboratoire sur les réseaux intelligents et plein d'autres. Et je termine cette partie introductive de nous sommes qui. On ne fait pas que de recherche, on fait aussi la formation continue pour les personnes en emploi sur différentes thématiques. Principe de fonctionnement de réseau, ça passe par l'équilibre. Donc, historiquement, il y a des centres de production qui alimentent le réseau de transport, le réseau national géré par Swissgrid depuis 2009. Après, on descend au niveau de tension, on arrive au réseau de distribution. J'aimerais aussi préciser un peu un mot blackout qu'on a bien parlé jusqu'à maintenant, et j'imagine on va en parler beaucoup. Donc, il y a une subtile différence entre blackout et pénurie d'électricité. Donc, blackout, normalement, ce n'est pas la question d'approvisionnement d'énergie. En cas de blackout, il y a assez d'énergie. Mais pour une série de raisons de panne des composants principaux du réseau, un central qui ne fonctionne pas, un coup de foudre qui tombe sur une grande ligne de haute tension, on n'a pas un réseau fonctionnel pour transporter l'électricité du producteur vers le consommateur, temporellement. Donc, l'exemple de la ville de New York, c'est un blackout. Il y avait assez d'énergie aux États-Unis, mais pour les raisons que je vais un peu l'expliquer, quelles sont les raisons pour arriver à un blackout, dans quelques diapos, pour quelques heures, la ville était en noir.
le principe d'équilibre pour un fonctionnement correct du réseau, il s'agit d'avoir un équilibre entre deux choses. Première, l'équilibre entre production et consommation pour tout ce qui concerne la fréquence du réseau. Donc, un réseau qui tourne avec une alternance de 50 Hz, si on a plus de production, il y a une masse tournante des machines qui tournent derrière les centrales, qui vont tourner un peu plus vite, qui donnent une fréquence un peu plus élevée que 50 Hz. Dans le sens inverse, si on a plus de consommation d'électricité, temporellement, c'est la fréquence qui chute, avoir une fréquence de 49,5 par exemple Hz. Il y a certaines limites de fonctionnement. Si la fréquence continue à réduire jusqu'à 48 Hz, on commence à faire un délestage automatique pour couper les charges ou les consommateurs, pour éviter une fréquence encore moins élevée. 47,5, c'est le point où, même si on a l'énergie, les générateurs des centrales ne pouvaient pas fonctionner. Donc, ils vont couper la production et ça va créer une cascade des coupures des centrales et va terminer avec un blackout. Donc, toujours, il faut maintenir cet équilibre production-consommation. Et il y a un élément clé, ça, c'est l'inertie du système. Si on a des masses tournantes des générateurs plus grandes, si on perd un générateur ou deux générateurs, il y a tous les autres générateurs qui vont un peu suivis pour éviter une chute de fréquence. Si on a moins de masse tournante, on va un petit peu parler plus tard, il y a un problème plus grave. Et le deuxième élément d'équilibre, c'est l'équilibre de niveau de tension. Pour assurer que tous les consommateurs à chaque niveau ils sont à une bonne qualité d'électricité, ça c'est mesuré avec la tension qu'on impose au réseau. Et cet équilibre, ça passe par le déphasage entre le courant qu'on tire ou on injecte sur le réseau par rapport aux tensions imposées par le réseau. Comment on peut gérer ça? Avec une capacité réserve de certaines centrales, ça veut dire qu'on a un générateur qui ne fonctionne, qui ne produit pas sa puissance maximum, donc il garde certaines marges pour assurer le niveau de tension dans le réseau. Donc, ce n'est pas toujours la question d'énergie, c'est aussi la question d'avoir assez de capacité de production, mais pas l'utiliser pour la production d'énergie. Quels sont les défis maintenant avec cette introduction par rapport à la transition énergétique? Donc, il y a une tendance de trois choses. Première chose, décentralisation. Il y a moins en moins des grosses centrales de production avec les masses tournantes, les machines, les générateurs tournantes. Et on a de plus en plus des productions comme photovoltaïques qui connectent sans une masse tournante, qui se connectent avec l'électronique de puissance, donc manque d'inertie. Il y a décarbonisation, ça veut dire plus en plus des sources renouvelables, comme exemple photovoltaïque. Et la troisième tendance, c'est l'émergence de nouvelles technologies, soit dans le domaine d'informatique, l'analyse de données, mais aussi des nouveaux dispositifs, des nouveaux appareils pour production et consommation d'électricité. Et on ajoute, depuis 2 ans maintenant, le problème de pénurie d'électricité au niveau d'énergie. On voit l'électrification au cours de cette transition énergétique. Tout en haut, en 3, vous voyez, ça c'est les chiffres de prédiction, de scénario de transition énergétique en Suisse par l'Office fédéral d'énergie, l'OFEN, où on a une tendance de réduire la consommation totale d'énergie par 20-25% jusqu'à 2050. En même temps, c'est bien prévu d'augmenter la consommation d'électricité, ça c'est l'image droit en bas, par 20-25%. Donc ça vient des faits qu'on est en train de toujours électrifier 2 secteurs importants, les bâtiments par les pompes à chaleur et le secteur de transport par les véhicules électriques. Ça vient d'où cette besoin d'électricité? Donc c'est bien prévu d'avoir plus en plus l'installation photovoltaïque ou production renouvelable en général. La question, c'est où on trouve ces nouvelles productions. Cet arbre est un exemple de réseau électrique avec la tronc comme le réseau de transport, les feuilles comme les consommateurs finaux
et tout est petit range comme le réseau de distribution. La problématique côté de réseau, c'est que grande partie de cette production renouvelable, il se connecte au niveau basse et moyenne tension. Ça veut dire au niveau des quartiers, des petites maisons privées, etc. Là, le problème est que le réseau de distribution, historiquement, ce n'est pas conçu pour accueillir un flot d'énergie bidirectionnel maintenant. Parce que maintenant, les consommateurs, ça devient comme un consommateur, ils produisent en même temps. Deuxième problème, c'est que cette production, c'est variable, intermittente. Il faut maintenir aussi l'équilibre entre production et consommation. Et on a moins en moins des sources qui sont programmables à l'avance pour assurer l'équilibre. Et le troisième élément de difficulté pour le réseau de distribution, c'est qu'ils sont complexes. Ils sont hyper complexes par rapport au réseau de transport. Le réseau de transport suisse géré par Swissgrid est composé par 140 transformateurs, 160 et quelques branches. La ville de Lausanne, il n'y a que 700 transformateurs moyenne tension, basse tension. Derrière chaque transformateur moyenne tension, basse tension, il y a un centième de branches. Comment on fait le contrôle, la gestion pour garder l'équilibre dans ce réseau assez complexe, ça c'est un défi important. Nous, on voit deux types de solutions. Il faut augmenter, améliorer l'observabilité du réseau et en même temps améliorer la contrôlabilité. Ça veut dire qu'il faut rendre les nouvelles ressources connectées au réseau, comme les véhicules, comme les panneaux photovoltaïques, plus en plus contrôlables à l'avance. Et le dernier élément de défi, c'est que ces ressources-là, comme véhicules, comme photovoltaïque, il n'y a pas de masse tournante derrière. Donc, de plus en plus, on a un masse tournant de l'ensemble du réseau européen qui est en train de réduire, et ça pose le problème de stabilité. Donc, s'il y a un événement, une perte d'un central, maintenant, l'impact sur le chute de fréquence devient de plus en plus important. Ça, c'est un exemple. On a un indice d'inertie qui est une agrégation des nombres des masses tournantes des générateurs dans un réseau. Donc là, tous les pays qui sont en rouge, ils contribuent un peu moins, donc ils sont un peu comme les pas bons élèves pour soutenir le réseau en cas de panne d'un central. Les pays, donc là, on voit bien, c'est surtout les pays qui ont plus en plus d'énergie renouvelable. Donc rien contre l'énergie renouvelable, mais disons ça, c'est l'effet qu'on voit sur l'instabilité du réseau. Mais après, il y a les solutions technologiques. Donc, en grande partie des sources renouvelables sont connectées au réseau avec ce que dans notre jargon de métier, on s'appelle grid following inverter. Ça veut dire les onduleurs qui suivent le réseau. Il y a un réseau qui impose une tension. Si la tension est là, les panneaux photovoltaïques peuvent injecter la production. Si la tension n'est pas là, la production, ça serait zéro. Même si c'est beau, c'est ensoleillé. Il y a un deuxième type des onduleurs qui coûte un peu plus cher. Au niveau du contrôle, c'est un peu plus difficile, mais ça rend énormément de services pour la stabilité du réseau vers un réseau, disons, 100% en énergie renouvelable, sont ce qu'on appelle grid forming inverter. Donc là, ils sont capables d'imposer une tension pour deux intérêts. Premier, soutien le réseau en cas de panne, ça veut dire améliorer la stabilité du réseau. Et la deuxième chose, même plus important, c'est que si le réseau est tombé complètement, comme le cas en Italie 2006, ce genre des onduleurs peut construire le réseau dans une manière bottom-up. Donc ça veut dire les petites parties de réseau au niveau de distribution pour continuer à être construit, alimenté si on a notre production renouvelable connectée par réseau par ce type des onduleurs qui, bien évidemment, coûtent un peu plus cher. Dans la suite de cette présentation, je vous donne quelques exemples de projets de recherche avec cette vision numérisation du réseau
et rendre un réseau électrique plus contrôlable. Pour la numérisation, on voit 3 étapes. On a besoin d'avoir un certain appareil mesure connecté, installé au réseau de distribution pour savoir qu'est-ce qui se passe, quel est l'acheminement d'énergie. Deuxième étape, vu que le réseau est assez complexe, on a besoin des outils, des infrastructures pour l'analyser les données récoltées du réseau. Et la troisième étape, c'est de faire l'analyse et arriver avec certaines applications pour l'exploitation du réseau. Et avec les GRD de la région, on développe des solutions à ce niveau-là. Les problématiques des données pour le réseau électrique, et j'ai parlé de complexité, de problèmes qu'il y a des sources de données très hétérogènes, donc on a des informations qui viennent un peu partout. Donc souvent, il n'y a pas de question, est-ce qu'on a assez de données? La question, c'est que est-ce que les données sont valables, valides? Donc, si on fait un croisement les données un contre l'autre, souvent on trouve que voilà, il ne marche pas, il ne fonctionne pas. Il y a certaines informations qui sont mises à jour il y a quelques jours. Il y a certaines informations qui étaient là avec un fichier, l'Excel, depuis des années 90. Et la question d'assurer la validité des données, c'est vraiment la question centrale. Et bien évidemment, après tout ça, il y a la question d'anonymisation et le traitement des données privées. Dans cet esprit, on a développé une plateforme numérique pour faire un réseau de distribution observable avec SIG, Romande Énergie, SIL et Groupe E comme les 4 grands acteurs, les acteurs majeurs de réseau de distribution de la région, pour l'idée d'avoir un jumeau numérique d'un réseau électrique de distribution, faire l'essai et l'analyse sur cette jumeau numérique de réseau plutôt que le réseau physique, et un jumeau numérique qui est vraiment un jumeau. Ça veut dire tout ce qui se passe dans cette jumeau numérique, il présente la réalité. Pour vous montrer, il s'agit de quoi? Ça, c'est un exemple avec les données anonymisées d'une ville suisse. On essaie un peu de cacher l'information. On voit au niveau des différents points de connexion dans le réseau quel est le niveau de tension, le dépassage de courant dans le réseau. Donc les différentes couleurs, ça montre un peu le problématique de surtension. Donc tout ce qui sont en vert, il y a moins de problèmes de tension, mais tout ce qui sont en rouge, ça veut dire là, il y a un problème de congestion. On a plus de charge. Et là, ça ne vient pas avec des appareils, des mesures installées partout. Donc l'idée, c'est de prendre l'appareil mesure existante, faire une validation en sorte d'estimer la situation du réseau sans faire beaucoup de nouvelles installations. On voit de l'information sur différents transformateurs qui alimentent le réseau, l'état des switches, des interrupteurs, tout ce qui sont en noir était fermé, par exemple. On fait aussi un lien par rapport aux questions de complexité entre le schéma électrique complexe et toutes les informations géographiques du réseau, au flot d'énergie dans le réseau, pour assurer un bon niveau de protection du réseau en cas de panne dans le réseau. Et on voit ici un petit peu l'historique du flot d'énergie, du niveau de tension aux différents endroits du réseau. Ça, c'est la première version de plateforme. On est toujours en train de développer ça avec des partenaires. Un deuxième projet pour la contrôlabilité, ce qu'on a fait grâce à un financement de l'OFEN est de rendre un réseau de distribution. On a pris le réseau de Chapelle-sur-Moudon et rendre le réseau contrôlable avec certaines capacités des batteries électrochimiques et les installations photovoltaïques du village. On a émulé le village complet dans nos laboratoires avec les composants des lignes, des câbles et certaines productions locales. Et l'idée, c'est d'assurer un fonctionnement
sécurisé et optimal du réseau un jour avant. On a développé en effet des algorithmes de prédiction pour la production de futur, c'est-à-dire demain. Et aussi, une deuxième étape, on a fait un corrigement automatique par rapport de... On peut toujours faire la prédiction, mais il y a toujours erreur de prédiction. Donc, comment on réagit dans une manière optimale s'il y a des erreurs de production. Tout ça, ça s'est validé avec sur les différents scénarios, des journées ensoleillées, des journées nuageuses, etc. Toujours un après-sous des projets à ce but d'un peu d'améliorer la stabilité du réseau. Ça, c'est un exemple financé par InnoSuisse à travers le programme Essential Furies, Romain d'Énergie et US Holding à l'époque, où on a installé un appareil d'électronique de puissance qu'on appelle Soft Open Point, SOP, dans un réseau de la même village, Chapelle-sur-Moudon, qui nous permet de contrôler le flot d'énergie qui vient de d'autres postes de transformateurs principaux sur ce village-là. Donc, on a installé cet appareil SOP à 50 kVA au milieu entre ces deux postes et on a essayé avec ça, si on a dans une partie de réseau plus de production photovoltaïque par exemple, dans une autre partie plus de consommation d'électricité, ça nous permet de faire un réglage sur la charge des transformateurs qui alimentent les deux parties du réseau. Voilà. Ça, c'est la charge des deux transformateurs. Un trop chargé, un deuxième moins chargé. Avant qu'on lance la machine SOP. Et après, on donne les consignes automatiques à SOP pour gérer le flot d'énergie entre ces deux parties du réseau et on arrivait à équilibrer la charge de ces deux transformateurs. Ça nous permet aussi d'améliorer le vieillissement des composants comme transformateurs dans le réseau de distribution. Et plus d'informations dans nos publications. Un autre exemple, c'est un projet toujours financé par l'OFEN dans le but, avec SIL, de ville de Lausanne, dans le but que pour un quartier au nord de Lausanne où c'est planifié d'avoir beaucoup de production renouvelable, pour régler le problème de tension, on peut installer un appareil qu'on s'appelle StatCom ou compensateur statique pour assurer le niveau de tension, même en présence d'une grande majorité de sources renouvelables. Ça, c'est aussi développé chez nous. Cet appareil StatCom, on a testé sur différents scénarios par rapport à la production photovoltaïque de ce quartier jusqu'à 2050 et assurer un bon fonctionnement de réseau en présence de ces sources photovoltaïques. Et le dernier projet exemplaire, avec ça je termine ma présentation pour la partie recherche, il s'agit d'un projet qui s'appelle DoGrid et il part sur l'idée qu'une grande partie des batteries des véhicules électriques, après 4 ans, 5 ans, 6 ans de fonctionnement dans la mobilité, ils sont toujours capables d'être fonctionnés pour rendre service au réseau électrique. Ils sont moins performants pour une utilisation mobilité, mais assez performants pour une utilisation stationnaire. Comment rendre un batterie qu'on s'appelle deuxième vie, on donne un deuxième vie à une batterie pour quel but? Pour le but de connecter cette batterie à un onduleur, un convertisseur de photovoltaïque pour rendre cette convertisseur photovoltaïque contrôlable et aussi remplacer certaines inerties qu'on manque dans la production photovoltaïque. Donc, avec combinaison batterie, deuxième vie et les panneaux photovoltaïques, on peut
émuler le même comportement que les grands générateurs synchrones au niveau d'inertie. Donc avec ça, on aura moins de problèmes d'avoir un réseau électrique 100% énergie renouvelable avec le problème de stabilité. Et ça, c'est l'exemple de prototype qu'on a fait avec les onduleurs connectés aux batteries. Je termine ça avec la question de formation qu'on a vue. Dans tous ces domaines ou de ces thématiques de transition énergétique, il y a de plus en plus l'intérêt de populations. Ce qu'on a constaté, c'est que depuis 2011 jusqu'à maintenant, on a une baisse des nombres d'étudiants dans le domaine d'ingénierie. On a eu, dans génie électrique, énergie, orientation énergie, on a eu 100 étudiants, 110 étudiants 2011. Maintenant, on a 57, 60. Et c'est malgré l'effet que j'ai pas mis les chiffres, malgré l'effet que il y a un indice Swiss Engineering Index qui donne les nombres des offres dans le domaine d'ingénierie en Suisse. Depuis 2011, ça s'est augmenté par 40%. Donc pour moi, le message, le takeaway à vous donner, c'est pour réfléchir dans votre domaine d'activité, qu'est-ce qui se passait mal pour avoir une problématique actuelle, un manque d'ingénieurs du côté d'emploi et en même temps un manque des nombres d'étudiants qui vont étudier et se former dans ce domaine. Donc un petit peu promotion de ce qu'on propose dans formation de génie électrique et orientation du système énergétique. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne suite de la conférence.